Alors, on va parler des thérapies des cancers avec deux exemples, avec le cancer du sein et avec le mélanome où il y a eu une révolution. C'est un des rares exemples où il y a eu une révolution il y a quelques années, il y a 5-10 ans. Et donc, vous voyez, on va parler des multiples thérapies de cancer du sein et on va parler des thérapies ciblées spécifiquement dans le cas du mélanome, mais aussi dans le cas du cancer du sein dans la première partie. Alors, donc, dans les traitements du cancer du sein, comme traitement localisé, il n'y a pas que la chirurgie. Vous savez qu'on peut avoir des radiothérapies qui sont aussi des traitements localisés, donc qu'on va donner en général avant que la tumeur se soit disséminée dans l'organisme. Et après la dissémination, on n'a que la chimiothérapie pour les traitements systémiques. Alors, dans les cas de mauvais pronostic, on fait un traitement systémique, soit juste après la chirurgie. Et le but dans ce cas-là, c'est évidemment de tuer les cellules qui auraient pu rester et voilà, qu'on n'aurait pas enlevées avec la chirurgie. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la thérapie adjuvante, où on peut faire une thérapie néo-adjuvante. Alors, que veut dire ce jargon-là? C'est qu'en fait, on va administrer la chimiothérapie avant la chirurgie. Et en fait, ça a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est faire fondre les grosses tumeurs qui peuvent être dures à retirer d'un point de vue chirurgical, parce qu'en fait, il y a un équilibre entre les cellules qui prolifèrent et l'apoptose. Les cellules tumorales sont un peu mal foutues, donc il y a toujours des cellules qui rentrent en apoptose. Et si on les empêche de proliférer, c'est le cas classique que les tumeurs fondent. Et puis, ça permet aussi de savoir que pour une chimiothérapie donnée, les cellules tumorales sont sensibles à la chimiothérapie. Parce que sinon, on travaille à l'aveugle. En fait, d'avoir la tumeur primaire, ça permet de voir l'effet de la chimiothérapie sur la tumeur. Alors ensuite, il y a trois types de chimiothérapie dans le cas du cancer du sein. Il y a la chimiothérapie conventionnelle, il y a l'hormonothérapie et la thérapie ciblée, chimiothérapie ciblée. Alors, la conventionnelle, ça va être des molécules. Bon, il y en a quelques-unes qui sont célèbres, là, le Taxol, le cisplatine, la doxorubicine. En fait, sont des moyens d'empêcher la prolifération de toutes les cellules à renouvellement rapide. Le Taxol, c'est un poison des microtubules, donc ça empêche la séparation des chromosomes lors des mitoses. Le cisplatine et la doxorubicine, ça induit des dommages à l'ADN, tellement de dommages à l'ADN que les cellules ne sortent pas indemnes de mitose. Et donc, ça, on comprend bien que ça va affecter toutes les cellules à renouvellement rapide. Donc, c'est des traitements assez mal supportés. Tout est question de dosage. C'est quand même intéressant d'administrer ça aux patients parce que dans le cas de métastases multiples et qui potentiellement empêchent des organes essentiels de fonctionner, il vaut mieux faire diminuer les tumeurs, même si on a des effets secondaires tels que des diarrhées, la perte du système immunitaire, voilà. Mais il y a plein de problèmes associés. L'hormonothérapie, qu'on va voir dans la diapo suivante, et les thérapies ciblées, on va voir l'Herceptine dans le cas du cancer du sein. Donc l'hormonothérapie, c'est en fait administrer une anti-hormone qu'on appelle le tamoxifène, qui va prendre la place des œstrogènes sur les récepteurs aux œstrogènes. Donc le sein est sensible aux œstrogènes pour son développement, et le tamoxifène, en occupant la position où se fixe normalement l'œstrogène, va empêcher les œstrogènes de fonctionner. Alors, il y a d'autres méthodes pour arriver à ça. On peut empêcher l'œstradiol endogène d'être synthétisé avec des inhibiteurs d'aromatase, c'est toujours utilisé. On peut supprimer les ovaires qui sécrètent l'œstradiol. Et ça aussi, ça rappelle qu'il faut faire attention à tout ce qui est les traitements hormonaux. Notamment, il y a des traitements de substitution où on sent assez mal au moment de la ménopause parce qu'il y a une baisse des niveaux d'hormones. Et en fait, souvent, sont prescrites des hormones de synthèse, de l'œstradiol. Enfin, le problème, ce n'est pas qu'elles soient de synthèse, c'est des bonnes hormones. Mais le boost que ça fait à la croissance des cellules, ça fait qu'un sein qui a eu le temps d'accumuler des mutations, mais qui est relativement quiescent parce qu'il n'y a pas les signaux de prolifération, il peut se mettre à exprimer le caractère délétère des mutations accumulées. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi
quand on fait un premier enfant très tard, par exemple. Les femmes qui font un premier enfant après 35 ans sont beaucoup plus à risque de développer un cancer du sein que les femmes qui le font à 20 ou 25 ans. Monsieur, Oui. est-ce que par rapport à ce traitement, c'est pour ça que les femmes qui développent des cancers du sein, on leur déconseille de manger du soja? Parce que j'ai entendu ça. Enfin, j'ai quelqu'un de Alors, proche de moi pour qui c'est déconseillé justement parce que sa mère a eu un cancer du sein. Et en gros, apparemment, ça serait très déconseillé. Et il me semblait avoir vu que le soja était très proche des oestrogènes. ah bon. Alors, ben, vous me l'apprenez. Je ne sais pas. La réponse simple est je ne sais pas si c'est pour ça. Il y a en ce moment, en particulier, tout un des tas d'aliments qui favorisent le cancer par rapport à d'autres. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que tout ce qui va être dans l'alimentation, tout ce qui va fournir beaucoup d'énergie fait proliférer les cellules et fait grossir, donc on augmente le nombre de cellules. Donc déjà, rien que ça, ça peut être associé au développement des tumeurs. Donc il y a par exemple, aussi bizarre que peut-être ça vous paraisse, des tumeurs qui vont régresser tout simplement par le jeûne. Il y a suivant le type de mutation, vous pouvez faire régresser des tumeurs de cancer du sein par le jeûne, tout simplement. Donc, bon, maintenant, le soja en particulier, je ne sais pas. Excusez-moi. Oui, Est-ce que ce type de traitement a un impact sur la fertilité des femmes traitées, vu que c'est des oestrogènes ou pas spécialement, enfin que c'est lié aux oestrogènes? je crois que l'effet est transitoire, donc je ne crois pas. De toute façon, faire une grossesse, ce n'est pas conseillé si on a un cancer du sein, parce que surtout un cancer du sein qui est hormonodépendant. En fait, il y a deux phases où le sein se développe, c'est à l'adolescence, et puis il y a quand l'organisme se prépare à l'allaitement, et que un des premiers signes d'une femme enceinte, c'est que les seins poussent, tout simplement. Donc tous les signaux qui font grossir les seins peuvent rendre manifestes des mutations qui sinon ne s'expriment pas. D'accord ? Des gènes qui ne s'expriment pas, qui n'ont pas d'effet parce qu'ils ne s'expriment pas, des gènes mutés qui n'ont pas d'effet parce qu'ils ne s'expriment pas, on peut rendre leur effet manifeste si on donne des signaux de prolifération aux cellules. Ça répond à votre question? Ouais. Ouais. Et du coup, c'est peut-être fréquent que les femmes qui tombent enceintes, on leur détecte des cancers du sein qu'on n'avait pas détectés avant ou des choses comme ça, par exemple? Oui, 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 Ouais, tout à fait. ok, merci. Mais ça concerne, l'âge du premier enfant est extrêmement important. En fait, faire un enfant à 40 ans, ce n'est pas obligatoirement problématique. S'il y a eu un premier enfant beaucoup plus jeune, parce qu'en fait, ça fait un grand reset, c'est-à-dire si les mutations délétères avaient été déjà là, c'est lors de la première grossesse que ça se serait manifesté. Si ça ne s'est pas manifesté, ça veut dire que ben, voilà, elles n'étaient pas là. Donc ensuite, faire un deuxième enfant tard n'est pas un facteur de risque. En revanche, faire un premier enfant tard est un facteur de risque. Et les femmes qui font un premier enfant tard sont plus surveillées que les femmes qui font un premier enfant jeune. Donc, il y a en clinique et dans le cancer du sein, il y a 4 types de cancer du sein qui sont traditionnellement distingués. C'est les 4 types-là, toujours sur la cohorte rétrospective dont je vous ai parlé au premier cours, et avec le modèle de Cox qui dérive de ça. Donc, les 4 groupes qui sont distingués, c'est est-ce que HR- ou HR+, en fait, le sein, normalement, est HR+, ça veut dire que les cellules du sein expriment les récepteurs aux hormones, les hormones étant soit les oestrogènes, soit la progestérone. Et donc, c'est l'état normal du sein, si vous voulez, d'être HR+. Et puis ensuite, il y a un autre critère qui est R2. Alors, on va voir ce qu'est R2. Ça, c'est un gène qui est normalement exprimé. Quand on dit qu'il est moins, c'est qu'il est exprimé à son niveau normal. Quand on dit qu'il est plus, c'est un de ces gènes qui est surexprimé. Il n'est pas spécialement muté, mais il est surexprimé et ça se passe par une amplification du gène. Donc, la région des chromosomes où ce gène est localisé peut être multipliée. Et évidemment, quand on a beaucoup de copies du gène R2, ben on va faire beaucoup de R2 et on va voir que c'est délétère. Donc, vous avez 4 groupes.
soit HR+, R2, R-, soit HR-, R2, R+. Alors, les HR-, R2- sont appelés triple négatives parce qu'ils sont négatifs à R2, négatifs au récepteur à l'œstrogène et récepteur à la progestérone. Donc, R2, c'est une tyrosine kinase. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cas le pire en évolution, ce n'est pas les cas qu'on va traiter par hormonothérapie. Donc, pour que l'hormonothérapie marche, il faut un cancer du sein gentil, entre guillemets, c'est-à-dire c'est les courbes bleues et vertes, ceux de bon pronostic, parce qu'en fait, la tumeur n'a pas dérivé beaucoup de la physiologie normale des cellules du sein, puisqu'il y a toujours les récepteurs. Donc si le traitement au tamoxifène est réservé à ces cancers, qui sont des cancers quand même, mais qui sont des cancers de bon pronostic. D'accord ? Et là, on voit qu'il y a une courbe qui se sépare des autres, avec une survie à 5 ans qui est très, très diminuée. Et c'est la courbe où on a perdu les récepteurs aux hormones, donc le tamoxifène n'est plus une option, et on a une surexpression d'R2. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a une surexpression d'R2? C'est le premier cas de thérapie ciblée. Donc, R2, c'est un récepteur à tyrosine kinase. C'est un récepteur dont la queue cytosolique porte un domaine kinase. Et puis, le domaine extracellulaire, normalement, se lie à des ligands. Alors, R2 appartient à une famille de 4 récepteurs homologues, R1, R2, R3, R4. R1 est plus connu sous le nom de récepteur à l'EGF. Et en fait, pour R2 en particulier, on ne connaît pas de ligand. Et pour R3, il y a une mutation dans le domaine kinase qui fait que la kinase est inactive. Alors, la kinase, je vous rappelle, c'est l'enzyme qui va catalyser la phosphorylation sur des protéines substrats. Et la surexpression d'R2, ça concerne 25% des tumeurs, donc ce n'est pas du tout négligeable. Donc, ces récepteurs à la surface des cellules induisent une transduction du signal, c'est-à-dire vont transmettre le signal de l'extérieur où on a des ligands spécifiques qui vont se lier aux récepteurs de type R à l'intérieur grâce au domaine kinase. En fait, les membres de la famille R vont dimériser, comme c'est représenté là, et suivant la combinatoire de leur dimérisation, vont être sensibles à un facteur de croissance tel que GF pour R1 ou EGFR, ou à un autre tel que les neurégulines si c'est R3 et R4. D'accord ? Et en fait, la transduction du signal, la transmission de l'information se fait quand vous avez la fixation d'un ligand. Ça va induire la dimérisation de la paire spécifique à laquelle ça se lie. Et les deux domaines kinase, s'il y en a deux, vont se transphosphoryler, c'est-à-dire qu'ils vont. Un domaine kinase va phosphoryler la queue de l'autre récepteur R, la queue cytosolique de l'autre récepteur R, et réciproquement. Et en fait, quand on a une surexpression d'R2, ce n'est pas reconnu par des ligands, mais vous avez quand même un domaine kinase fonctionnel. Et donc, ce domaine kinase, juste par surexpression, si on fait beaucoup plus, et là, le niveau de surexpression est dément, c'est pour ça qu'on parle de R2+, et R2-, c'est parce que vous avez peut-être une augmentation de 100 000 fois des niveaux d'R2. Et donc, les deux R2 peuvent se rencontrer par hasard, juste parce qu'ils sont très abondants. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir transphosphorylation de la queue de l'autre et transmission du signal en aval. Alors, dans ce cas-là, le traitement, c'est la forme la plus simple, si vous voulez, de thérapie ciblée, c'est l'herceptine, le médicament qu'on appelle herceptine. Herceptine, c'est un MAB, MAB pour monoclonal antibody, c'est un anticorps monoclonal, le trastuzumab. Donc, les anticorps ont cette forme de Y. Ils vont reconnaître, ces anticorps monoclonaux, la partie extracellulaire du récepteur R2. Et en fait, en faisant ça, ils font deux choses. D'abord, on a vu que pour transmettre le signal vers l'intérieur de la cellule et vers le noyau pour aboutir à l'expression de certains gènes, il faut que le récepteur se dimérise. Quand R2 est fixé à l'anticorps, il n'est plus capable de se dimériser. Donc, il n'y a plus de transduction du signal. Ça, c'est le premier effet. Et puis, le deuxième effet, c'est qu'on a des cellules de l'immunité qui ont des récepteurs pour les anticorps qui vont leur permettre de reconnaître les cellules à détruire.
Et donc, grâce à cet anticorps exogène qu'on apporte comme un médicament, ben finalement, on étiquette, on va identifier les cellules à détruire, les cellules R2 positives. Et ça, c'est un traitement qui peut être combiné avec d'autres chimiothérapies, des chimiothérapies conventionnelles ou des thérapies ciblées. Alors, c'est un médicament qui est relativement vieux. Il a été approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration américaine, en 1998, ce qui veut dire qu'il est tombé dans le domaine public. Ça veut dire qu'il y a des drogues génériques qui sont disponibles. Et pourtant, le traitement est toujours bien cher. Produire un anticorps monoclonal, c'est assez cher, c'est un anticorps humanisé, on va voir ça. Et donc, ça coûte encore 17 000 € par patient, par traitement et par patient. Alors, un anticorps humanisé, c'est quoi? C'est un anticorps recombinant où en fait, on va isoler les deux extrémités des bras du Y qui sont les domaines de reconnaissance de R2. On va les isoler parce que l'anticorps initial qui a été utilisé, il avait été obtenu chez la souris et donc on va greffer ces boucles spécifiques de reconnaissance d'R2 sur un squelette d'anticorps complètement humain. Ça permet au système immunitaire de ne pas attaquer le médicament que vous administrez, puisque c'est un anticorps humain, et ça permet sa reconnaissance par les cellules de l'immunité. Donc, une autre manière de représenter ça, là, vous avez votre anticorps, le Y, qui reconnaît R2, et c'est la reconnaissance par ce récepteur, le Fc gamma récepteur, qui reconnaît l'anticorps humain. Et donc, la caractéristique des tumeurs traitées, c'est qu'elles sont infiltrées par des cellules immunitaires. Et ça, c'est donc en général des cellules NK, des natural killers, qui vont sécréter des perforines, qui vont perforer la cellule cible. Et donc, quand les anatomopathologistes voient sur les coupes que la tumeur est infiltrée par le système immunitaire, c'est très bon signe, parce que ça veut dire que potentiellement, le système immunitaire de la patiente est en train de réagir et d'attaquer la tumeur. Et après traitement au trastuzumab, vous avez une infiltration systématique qui a été induite par le médicament, alors que sinon, c'est un cas rare. Ça va dépendre des mutations qui seront les épitopes qui permettent de reconnaître le soi du non-soi. Alors maintenant, il y a quand même un certain nombre de cas où on n'a pas de réponse des patients. Ça n'aide pas. Ou alors, ça répond au début, mais ça ne répond plus après. Donc, on a une résistance qui émerge. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a énormément de protéines à la surface des cellules qui sont glycosylées, qui occupent une grande surface à la surface des cellules, et donc qui peuvent empêcher l'accès du trastuzumab à son site de fixation qui est proche de la membrane. Et donc, ça a l'air variable suivant les patients. Une autre chose qui se passe, c'est que la cellule peut trouver, évidemment, il y a une sélection positive. Hein, la cellule tumorale, c'est un succès individuel pour la cellule. Donc, celle qui trouve le moyen d'échapper au traitement, ben, c'est elle qui va redonner une tumeur. Et donc, un moyen d'échapper au traitement, ça va être de cliver finalement la partie extracellulaire qui ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de ligand. Et c'est juste la partie intracellulaire qui doit être présente et abondante pour aboutir à la transphosphorylation. Et donc, si on a un clivage de la partie extracellulaire, trastuzumab ne peut plus se fixer non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on a des petites molécules, donc ça, c'est les médicaments les plus classiques, hein, les petites molécules organiques. Vous voyez, c'est de petits poids moléculaires, ça traverse les membranes, c'est suffisamment hydrophobe pour passer les membranes, et ça, c'est une petite molécule qui va se fixer sur le domaine kinase, de R2, et donc qui va empêcher la transphosphorylation des queues cytosoliques. Alexis? Oui. Excuse-moi, tu parles de clivage, mais par quoi serait fait le clivage de R2? Il y a des tas de protéases à la surface des cellules, par exemple la furine qui clive APP dans le cas d'Alzheimer, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais je crois que c'est la furine qui fait ce travail-là. Et donc, on peut combiner le trastuzumab avec une petite… Pardon, il y avait une autre question. Est-ce que… Excusez-moi, j'avais une question aussi. Oui. Vous dites qu'on ne connaît pas de ligand de R2, mais est-ce qu'on ne connaît pas ou il n'y en a pas? Parce que là, si vous dites on n'a qu'à couper cette partie parce qu'elle ne sert à rien, mais peut-être qu'il y a juste un ligand qu'on ne connaît pas. C'est tout à fait possible, et d'ailleurs, c'est impossible à démontrer qu'il y a un ligand qu'on ne connaît pas encore. Maintenant, j'ai envie de vous dire que cette famille, vous n'imaginez pas à quel point elle a été étudiée. Elle a été étudiée depuis 30 ans
par un nombre de laboratoires partout dans le monde. Et donc, ce qui semble, c'est qu'R2 peut modifier la spécificité en association avec un autre, R1, R3 ou R4, mais les dimères de R2 n'ont pas de ligand. D'accord? Et donc, pardon, je suis allé trop vite. Et donc, on peut combiner le trastuzumab avec la petite molécule qui va inhiber le domaine kinase. Alors, en aval de ces récepteurs à tyrosine kinase, vous avez une transmission de l'information, ça c'est une voie très célèbre, c'est la voie de la PI3 kinase. Donc la PI3 kinase, c'est une kinase, encore une fois, qui va plutôt phosphoryler des lipides, qu'on appelle des phosphoinositides. Et en fait, ça, c'est un signal, ce lipide donc ancré dans la membrane qui est phosphorylé 3 fois. Il y a une phosphatase qui fait le contraire de la phosphorylation. PTEN, c'est une phosphatase qui déphosphoryle le PIP3 en PIP2. Et c'est ce qui vous est représenté là. Donc, on passe du PIP2 au PIP3 grâce à la sous-unité catalytique de la PI3 kinase et on passe de PIP3 au PIP2 grâce à PTEN. Donc, ce second messager-là va activer d'autres kinases en aval qu'on appelle PDK1, qu'on appelle AKT, qu'on appelle mTOR. Le point important, c'est que ce sont d'autres kinases. Donc, les kinases, on sait les inhiber, c'est ce qu'on va voir. Alors, PIK3CA, on a vu qu'il était muté dans certains cas de cancer colorectal. En fait, c'est tout à fait classique que les oncogènes sont utilisés et réutilisés dans des cancers de tissus différents. Donc, PIK3CA, il est muté à faible fréquence dans le cancer colorectal, mais c'est la mutation la plus abondante dans le cas du cancer du sein. C'est présent dans jusqu'à 30% des patientes. Donc, qu'est-ce que vous me dites quand vous voyez ça? Des substitutions clusterisées, oncogènes ou gènes suppresseurs de tumeurs, ça c'est tout à fait typique des oncogènes. Donc c'est un oncogène, ça veut dire que ça va transmettre positivement le signal, comme R2. R2, quand il est activé, se phosphoryle, et puis quand il est phosphorylé, il va activer PI3 kinase qui va phosphoryler le lipide. Donc il y a bien un rapport dans le même sens, ça va dans le même sens, donc ça va dans le sens oncogénique. Et donc, en fait, des manières de résister à trastuzumab, c'est d'accumuler des mutations en aval. Des mutations en aval. Si vous bloquez la transphosphorylation de R2, la cellule peut recevoir le même type de signal via AKT, mTOR, etc., si elle trouve le moyen d'activer PIK3CA. Donc, si vous avez PIK3CA, ce n'est même pas la peine, muté, ce n'est même pas la peine de donner du trastuzumab, donc dans 30% des patientes. Ça peut se faire par activation d'AKT, qui est aussi un oncogène. PDK1, ce n'est pas un oncogène muté, mais c'est surexprimé. Et PTEN, qui est un antagoniste de la PIK3CA, un antagoniste de la PI3 kinase, puisqu'il fait la réaction inverse, et bien lui, ça va être un gène suppresseur de tumeur. C'est un frein. C'est un frein qui va s'opposer à la transmission du signal via la PI3 kinase. Donc, de manière pas surprenante, c'est un gène suppresseur de tumeur qu'il faudra muter sur les deux allèles. Donc, si vous avez les deux allèles mutés de PTEN, encore une fois, il y a une résistance normale et attendue au trastuzumab. Donc, si on est muté là, et bien finalement, on peut prendre le problème en aval et essayer d'inhiber les kinases en aval. Alors, une autre voie qui est activée par les récepteurs à tyrosine kinase, ben, on va retomber sur nos vieux amis, c'est RAS, dont on a vu la mutation dans le cancer colorectal. Donc, RAS, quand elle est activée par interaction avec le GTP, va déclencher une cascade de kinases, là encore une fois, 3 kinases en cascade, RAF1, MEK et ERK, qui sont, hein, ce n'était pas marqué, qui sont qu'on appelle collectivement des MAP kinases. C'est très classique, donc vous allez revoir ça. Donc ça, c'est la diapo que je vous ai montrée pour l'activation de RAS. Et on avait vu que les mutations oncogéniques bloquaient le retour à l'état GDP. RAS, c'est spontanément une GTPase. Ça a une activité GTPasique qui va cliver le 3e phosphate du GTP pour revenir à l'état GDP. C'est RAS elle-même qui porte l'activité GTPasique. La réaction est favorisée par une protéine qu'on appelle GAP, de même que cette réaction d'échange était favorisée par une protéine qu'on appelle GEF. Il faut savoir qu'en pharmacologie,
les enzymes, c'est nos cibles préférées. On sait relativement bien bloquer les enzymes. Vous allez voir, on sait très bien bloquer les kinases, par exemple. Les kinases qui phosphorylent, on sait très bien les bloquer. On peut toutes les bloquer. Au jour d'aujourd'hui, on sait toutes les bloquer. Peut-être pas avec une spécificité absolue, mais on sait toutes les bloquer. Et on va voir pourquoi. Imaginons donc l'activité enzymatique de RAS, c'est une activité GTP-asique. Donc imaginez qu'on ait trouvé un médicament qui bloque l'enzyme RAS. En fait, vous allez bloquer le retour à l'état inactif. Donc les médicaments faciles à trouver pour cibler RAS, c'est des médicaments qui font la même chose que les mutations oncogéniques. Donc c'est des médicaments, enfin c'est des drogues qui vont bloquer RAS sous l'état actif. Donc c'est exactement ce que vous ne voulez pas. Et donc RAS, c'est le gène, si vous analysez tous les cancers, qui est le plus fréquemment muté, et il est toujours extrêmement dur. Il y a des astuces qui existent dans certains cas, etc. Mais c'est le gène qu'on ne sait pas systématiquement inactiver. Et c'est très dommage. Donc, finalement, si on ne sait pas inhiber RAS, mais que RAS est activé, on sait qu'il déclenche une cascade de phosphorylation avec 3 kinases en aval. Et ça, les kinases, on sait toutes les inhiber. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'inhiber les kinases en aval. On va bloquer cette voie-là. On va bloquer cette voie-là en aval de R2, en aval de RAS. Mais si vous avez une surexpression d'R2, vous avez toujours l'activation de la voie PI3 kinase. Donc, mais si vous avez une mutation de RAS, vous bloquez l'effet de RAS. Donc, comment marchent la plupart des médicaments de thérapie ciblée? C'est toujours le vieux modèle de clé-serrure, où en fait, les enzymes catalysent leur réaction en isolant le substrat du cytosol, du milieu aqueux environnant. Et ça se fait en général dans des crevasses de la structure tridimensionnelle des enzymes. Et donc, une bonne drogue, un bon médicament, va occuper le site actif de l'enzyme et en faisant ça, va empêcher le substrat d'accéder à l'enzyme, donc va empêcher la transmission de l'information et la signalisation en aval. Alors, l'industrie pharmaceutique, qui cherche évidemment à faire du profit, mais si elle fait le bien, il n'y a aucun problème avec ça, a réussi à relancer le trastuzumab en le dérivant. Donc là, vous voyez un traitement qui est beaucoup plus cher, et ça, c'est l'ordre de grandeur d'un traitement de thérapie ciblée sous brevet. 100 000 €, 100 000 $ par patient traité, c'est l'ordre de grandeur. Pour les plus récents, c'est même plus cher que ça. Donc là, c'est en 2013. La durée de vie d'un brevet, c'est en gros 20 ans, donc c'est encore protégé. Qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs de l'industrie pharmaceutique là? En fait, ils ont couplé les molécules de chimiothérapie conventionnelle. Ici, vous avez une molécule un peu comme le Taxol, qui va empêcher les microtubules de fonctionner. Ils vont coupler cette molécule thérapeutique à l'anticorps trastuzumab. Et en fait, en faisant ça, ils vont délivrer la molécule thérapeutique aux cellules qui expriment R2. Alors, on peut coupler une petite molécule organique, on peut coupler de la radioactivité pour faire des tas de défauts dans l'ADN au point que les cellules en meurent, etc., etc. Et donc, l'avantage de ça, c'est que si le trastuzumab peut se lier à R2, eh bien, la résistance qui peut être due à des enzymes en aval qui seraient activées par mutation est contournée. Parce qu'il y a toujours R2 à la surface, même s'il n'est plus nécessaire, parce que le signal est on à cause d'un intermédiaire aval. D'accord ? La manière dont le ciblage se fait, c'est qu'en fait, les anticorps qui se fixent à des protéines de surface, ces protéines de surface, les récepteurs en particulier, sont très souvent, ont des cycles d'exocytose, endocytose, et donc cette molécule-là va être endocytée, la partie protéique va être dégradée, mais la drogue traverse les membranes et donc va être délivrée directement à la cellule qu'il faut inhiber. Et donc, c'est un renouvellement de la chimiothérapie conventionnelle qui permet d'éviter les effets secondaires sur toutes les cellules des chimiothérapies conventionnelles. Donc, si vous avez toujours les récepteurs aux hormones, vous avez l'hormonothérapie. Si vous avez surexpression de R2, vous avez le trastuzumab, soit sous forme simple, soit sous forme conjuguée. Maintenant, il y a un problème particulier,
l'état de la recherche actuellement, c'est essayer de bloquer spécifiquement par des thérapies ciblées les cancers du sein triple négatifs. Donc, ceux qui ont suffisamment évolué pour perdre les récepteurs aux hormones, mais qui ne surexpriment pas HER2. Et en fait, il y a un vrai problème à ça, c'est qu'il y a très peu de cibles possibles. Ces cellules-là ont un type de transcription, un programme d'expression. En fait, c'est des tumeurs qui sont essentiellement, qui ont l'air d'être dues à un programme épigénétique. Et si on regarde les mutations, là, vous avez les mutations, les gènes les plus fréquemment mutés dans le cancer du sein. Vous avez les 4 types qu'on peut distinguer sur la base des profils d'expression génétique. On pourrait aussi le faire sur la base des 4 types HR+, HR-, R2+, R2-. Donc là, on a les cancers luminaux, les cancers enrichis en R2 et puis les cancers triple négatifs qui ont un programme d'expression basal. Et en fait, à part la mutation de P53, qui est un gène suppresseur de tumeurs célèbre, il y a très très peu de mutations dans les autres gènes, y compris des kinases qu'on sait cibler comme AKT. Voilà. Il y a très très peu de mutations de PIK3CA qu'on sait cibler, avec des inhibiteurs, très peu de mutations sur AKT. Donc, le vrai problème dans le cancer du sein, en ce moment, c'est les triples négatifs, où on retombe dans le schéma conventionnel des chimiothérapies conventionnelles, mais on n'a pas de thérapie ciblée. Donc, retenez ça, pour les cibles thérapeutiques, un gène suppresseur de tumeur comme P53, comme PTEN, comme APC, ce n'est pas une cible puisque le gène n'est pas là, donc il n'y a rien à cibler. Un oncogène, ça peut être une bonne cible thérapeutique, et là on a vu toutes les kinases peuvent être ciblées, mais tous les oncogènes ne sont pas ciblables. Il y a le cas de RAS que je vous ai développé, qu'on ne sait pas attaquer directement, donc on va attaquer plutôt en aval. Alors maintenant on va parler du mélanome parce que point de vue thérapie ciblée, oui, pardon. Le cas, quelle proportion représente les cas de cancer du sein triple négatif? Oh, tu me colles là. Je crois que c'est 30%, mais je ne suis pas certain de moi. D'accord, mais c'est significatif. Ah, c'est tout à fait significatif, oui. Ok, merci. Donc le mélanome, c'est un cancer de la cellule qui s'appelle mélanocyte. Donc, ce n'est pas le kératinocyte, ce n'est pas la cellule de la peau, c'est la cellule qui entraîne la pigmentation de la peau, d'accord, et qui va faire des pigments, qui va sécréter pour les autres cellules. Un facteur de risque que vous connaissez, c'est l'exposition aux UV du soleil ou aux UV des tables UV pour bronzer artificiellement. Et à cause de ces UV, les UV sont mutagènes et c'est un des cancers où il y a énormément de mutations passagères. Et alors un point, je le dis tout de suite pour l'évacuer, parce qu'en fait, il y a eu 2 révolutions dans le mélanome. La première révolution, c'est celle dont je vais vous parler, parce que c'est dans le cadre des thérapies ciblées. La deuxième révolution, c'est l'immunothérapie. En fait, on a vu que le système immunitaire pouvait attaquer les cellules tumorales. Et en fait, évidemment, plus vous avez de différences, plus vous avez de mutations, même si elles ne sont que passagères, plus vous avez de mutations, plus il y a de différence entre la cellule tumorale et une cellule du corps normale. Donc, les cancers du poumon, les mélanomes sont de très bonnes cibles pour l'immunothérapie. On va en fait enlever des régulations négatives sur le système immunitaire, histoire d'activer le système immunitaire à attaquer un peu tout ce qu'il détecte comme étant non-soi. On va prendre le risque de développer des maladies auto-immunes, mais on va éliminer le problème le plus urgent, qui est le mélanome métastasé. Donc voilà, je voulais le mentionner. Ça, c'est grâce au fait qu'il y ait beaucoup de mutations. Sur un cancer colorectal, par exemple, l'immunothérapie marche beaucoup moins bien, mais elle va marcher dans les cas où la tumeur a trouvé le moyen d'inactiver les systèmes de réparation de l'ADN, donc dans les cas où elle va accumuler énormément de mutations. D'accord ? C'est toujours ça qui fait la différence. Donc, s'exposer au soleil ou aux tables UV, c'est agréable, ça permet la sécrétion d'endorphines, une sensation de bien-être, mais c'est dangereux pour ça. Et le point important, c'est qu'en fait, dans les études, c'est
tous les coups de soleil qu'on a pris en étant enfant, ben, ça fait des mutations qui s'accumulent. Et ça, c'est très problématique, donc il faut protéger les enfants en particulier. Si on regarde l'incidence des mélanomes, on en voit relativement peu en Afrique, où le soleil tape fort, mais on en voit beaucoup en Australie. Et la différence, alors c'est toujours des cartes standardisées pour l'âge, parce que si la structure des populations est très différente en âge, on a vu que, évidemment, en cancer, ça avait un retentissement. Là, si on standardise pour l'âge, les populations, on voit qu'il y a un excès de mélanome en Australie, où vous avez une population à peau blanche dans un pays très ensoleillé. C'est aussi simple que ça. Alors ça, c'est la diapo qui rend hypocondriaque, parce qu'en fait, c'est la diapo qui vous donne comment on distingue un mélanome d'un bête grain de beauté. Alors, il y a une règle ABCDE qui est assez claire sur la diapo là, mais en fait, il y a tous les cas intermédiaires, on n'est pas sûr. Donc, le grain de beauté, il est bien circonscrit, il est bien défini. Avec l'âge, il a tendance à pousser en protubérance et tout. Alors, si un mélanome, s'il est asymétrique, vous voyez, là, il y a une partie plus dense et puis là, il y a une partie qui se développe. Si les bords ne sont pas réguliers, au lieu d'être bien définis, les bords ne sont pas réguliers. Si la couleur n'est pas homogène, si c'est gros, si le diamètre est large, et surtout s'il grossit au cours du temps. Alors, bon, s'il faut contrôler soi-même tous les grains de beauté où qu'ils soient placés, ça oblige à faire des photos régulières de tout son corps et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, le plus simple n'est pas de s'exposer. En fait, le problème, c'est que le mélanome va grossir essentiellement vers l'intérieur. Et donc là, la règle ABCDE, c'est les manifestations qui sont relativement modérées d'un élargissement qui est essentiellement vers l'intérieur, mais qu'on ne voit pas. Et donc, un mélanome métastasé, ben, ça peut ressembler à ça si la cellule est pigmentée. Donc, vous voyez que c'est un des cancers qui métastase très souvent, très facilement, et dont l'espérance de vie était jusqu'à il y a 10 ans de 20% à 5 ans. Donc, c'est vraiment un cancer grave. Alors, on a appliqué le Next Generation Sequencing, on a séquencé les tumeurs, les mélanomes, et puis de la peau adjacente qui était saine. Et en fait, on a trouvé les gènes les plus fréquemment mutés. Alors d'abord, on connaît la signature des rayons UV. Les rayons UV, ça fait des transitions de C vers T. Et en fait, c'est les mutations qu'on va trouver dans les gènes les plus fréquemment mutés. Donc ça, c'est une manière classique. Si vous analysez le génome complet qui a été séquencé, évidemment, il y a des régions qui vont être plus susceptibles d'accumuler les mutations. Si la chromatine est ouverte, si le gène est grand, il est plus fréquemment muté que si le gène est petit, etc., etc. Donc, on va essayer de normaliser. Et par rapport à cette normalisation, il y a des gènes qui se distinguent tout à fait. Et en fait, une manière de les distinguer, ces gènes causaux, ces gènes avec des mutations driver, c'est qu'ils vont en général accumuler des mutations de substitution. Par rapport à des mutations, vous savez que le troisième nucléotide du codon, souvent, n'a pas d'effet. Donc, il y a des mutations qu'on appelle synonymes qui n'ont aucun effet sur la protéine. Et donc, si vous faites le rapport des mutations gène par gène, donc là, vous oubliez l'effet de est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand, vous oubliez l'effet de où il est situé dans le génome. Mais si vous faites le rapport des mutations qui ont un effet de substitution par rapport aux mutations qui sont synonymes, vous voyez qu'il y a des gènes qui se détachent très fortement. C'est BRAF et NRAS pour les vainqueurs. Donc ça, c'est ce qu'on obtient quand on séquence l'exome, c'est-à-dire la partie codante du génome. On peut aussi séquencer le génome complet. C'est 100 fois plus de travail puisqu'il y a l'essentiel est non codant. On va trouver des choses telles que des mutations du télomérase de la télomérase qui rend les cellules immortelles, mais on trouve relativement peu de choses. Donc, ce qu'on fait quand même le plus fréquemment, c'est des séquences de whole exome. Et alors, si on regarde les mutations dans BRAF, typique oncogène, les mutations de substitution clusterisée. Si on regarde NRAS, on avait vu déjà mutation de substitution clusterisée. Donc, on a bien deux oncogènes. Et en fait, si on regarde les différents patients atteints de mélanome, suivant les mutations qu'ils ont, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 50% des patients
ont la mutation BRAF sur ce cluster que je vous ai montré. Et ensuite, vous avez 25% qui ont une mutation sur NRAS. D'accord ? Il y a une autre mutation qui est assez fréquente, c'est une mutation du gène NF1. Alors, ce qu'il y a de remarquable sur ce diagramme-là, c'est que vous voyez que si vous avez la moitié des patients qui ont une mutation BRAF, n'ont jamais de mutation de NRAS. Et les patients qui ont des mutations de NRAS n'ont pas de mutation de BRAF statistiquement. Donc, on parle de mutations mutuellement exclusives. Et ça, on va voir pourquoi. En fait, il suffit d'activer l'un ou d'activer l'autre pour avoir le même résultat. Et d'activer les deux ne donne pas plus d'avantages. Et donc, on définit typiquement dans le mélanome, de même qu'on avait 4 sous-groupes dans le cancer du sein, on va faire 4 sous-groupes. On va faire le sous-groupe BRAF, le sous-groupe NRAS, le sous-groupe NF1. Et là, vous voyez qu'il y a encore 20%, non, 15% peut-être des mélanomes qui ont très peu de mutations si on regarde les gènes les plus fréquemment mutés. Et en fait, ils sont définis comme étant triple wild type, et ceux-là ont très peu la signature UV. Donc, encore une fois, c'est des tumeurs qui peuvent être dues à l'épigénétique plutôt qu'aux mutations. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un sujet d'étude qu'on n'abordera pas ici, mais qui est extrêmement important. Donc, le troisième larron dans le tiercé de tête, c'est NF1. Et là, vous voyez les mutations typiques, insertion des lésions avec des décalages de phase, donc qui font apparaître des codons stop qui apparaissent différemment, directement tout le long de la séquence, ou des substitutions, mais qui sont elles aussi réparties tout le long de la séquence. Donc ça, c'est typiquement gène suppresseur de tumeur, c'est un frein qu'à sauter. Et en fait, les études de biologie cellulaire ont donné les relations d'abord entre NRAS et BRAF. On sait que BRAF appartient au module des MAP kinases. On sait que BRAF est le gène et la protéine codée par BRAF est directement un effecteur de NRAS, donc qui va reconnaître NRAS sous sa forme GTP. Et donc, ça s'explique que NRAS et BRAF, les mutations de BRAF et NRAS ne se retrouvent pas dans les mêmes tumeurs de patients, parce qu'ils font la même chose, exactement la même chose. Activer NRAS ou activer BRAF, c'est activer à deux niveaux, directement adjacents, la même voie de signalisation des MAP kinases. Et que fait NF1 dans ce schéma-là? Eh bien, comme par hasard, c'est une gap, une des fameuses gaps que je vous ai décrites, qui va favoriser l'hydrolyse du GTP par la GTPase NRAS, et donc qui fait retourner NRAS à l'état inactif. Donc, comme il va en sens inverse, c'est tout à fait logique que ce soit un gène suppresseur de tumeur, alors que ces deux-là sont des oncogènes. D'accord? Donc, NF1 n'est pas druggable, excusez-moi le jargon, ça veut dire pas facilement ciblable par une petite molécule organique, donc pas druggable. Le mot anglais, c'est répandu en français. NRAS n'est pas druggable, on a vu pourquoi, parce que droguer l'enzyme, ça ferait une forme activée. Donc, il reste BRAF qui est activé, qui est druggable, pardon. Et alors, BRAF est un cas super intéressant, déjà parce qu'il concerne 50% des patients atteints de mélanome, mais en plus, c'est une kinase, et une kinase, on sait très bien cibler. En fait, il y a une crevasse caractéristique des kinases dans lesquelles on sait placer tout type d'inhibiteurs. Et donc, ce qu'a fait l'industrie pharmaceutique, c'est de partir d'un inhibiteur générique des kinases avec relativement peu de spécificité pour une kinase ou pour une autre, et puis à dériver ensuite des molécules plus spécifiques en modifiant la petite molécule chimique. Donc là, on voit qu'il y a ce groupement-là chimique qui a été rajouté, ce qui lui permet de faire une interaction supplémentaire avec cet acide aminé-là, dans une structure tridimensionnelle. Donc là, vous augmentez l'affinité, vous augmentez la spécificité pour une cible donnée. Et en fait, ce qui a été développé, c'est directement un inhibiteur spécifique de la forme V600E de BRAF, qui est la mutation la plus fréquente qu'on trouve dans une très grande proportion des mélanomes. Et donc, on a un inhibiteur qui est capable de cibler la forme mutante des tumeurs, mais pas la forme sauvage de BRAF qui fonctionne dans toutes les autres cellules normales. Et en fait, cette molécule va inhiber complètement l'activité de la forme mutante, mais n'inhibe pas la forme sauvage.
même paradoxalement, elle active un peu la forme sauvage. Donc parfois, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais donc, effectivement, c'est une thérapie ciblée. Une thérapie ciblée, on va cibler que les patients dont la tumeur, dont les tumeurs, si c'est métastasé, portent la forme V600E de BRAF. Et donc, avec le Vemurafenib, on va obtenir une médecine de précision. D'accord ? Donc, quand vous avez un diagnostic moléculaire donné, vous avez une thérapie qui est indiquée, précise. Et en fait, les résultats étaient tellement bons des phases 3. Donc, vous savez, quand vous développez un médicament, il y a 3 phases. La phase 1 d'innocuité, la phase 2 d'efficacité, mais sur un petit échantillon, et puis la phase 3 sur un échantillon plus grand. La phase 3 a été interrompue tellement les résultats étaient spectaculaires. Donc ça, c'est une révolution qui a 10 ans. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est une image au fluorodéoxyglucose qui montre les métastases. Donc là, vous avez un patient très chargé de métastases, 2 semaines de Vemurafenib. Le cerveau est toujours chargé parce que lui, il consomme du glucose, la vessie aussi, mais vous voyez que les métastases abdominales ont régressé terriblement. Donc voilà ce que ça donne. Un homme de 38 ans avec un mélanome métastasé. Vous voyez toutes ces boules sous la peau. Dans ce cas-là, le mélanome n'est pas pigmenté, mais on voit toutes ces boules. Et après 15 semaines de Vemurafenib, toutes les boules ont disparu. Donc, est-ce que c'est un miracle? Malheureusement, non. Même si c'est une révolution, je vous dis que c'est une révolution, ce n'est pas un miracle. Pourquoi? Parce que les rechutes sont systématiques. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps de traitement, si vous regardez à la semaine 15, c'est miraculeux. Si vous regardez à la semaine 23, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vous montre pas ces photos pour le plaisir, mais je vous les montre parce que ce que vous pouvez voir, c'est que les tumeurs ont repoussé exactement à l'endroit où elles étaient au préalable. Ce qui veut dire que c'est les mêmes tumeurs qui ont d'abord fondu jusqu'à arriver à sélectionner un variant résistant qui était vraisemblablement déjà présent dans la tumeur, parce que les tumeurs étaient grosses. Donc, il y a toutes sortes de mutations qui ont le temps de s'accumuler. Et la tumeur, je vous rappelle, est hétérogène en termes de mutations. Et donc, quasiment toutes les tumeurs repoussent à l'endroit où elles étaient. C'est ce qui vous est représenté par ce schéma-là. Vous avez quelques variants qui sont archi-minoritaires. Vous allez tuer les autres qui sont sensibles au Vemurafenib, mais ce variant-là qui était préexistant va redonner une tumeur au même endroit. Alors, ce que vous pouvez faire un whole exome sequencing avant traitement et après traitement. Et c'est relativement facile de comprendre quels sont les gènes de résistance. Et en fait, la cause majeure de résistance, c'est l'activation de MEK, qui est juste en aval. Donc, l'important, c'est d'activer cette voie pour avoir un mélanome cutané métastatique. Et donc, la cellule trouve le moyen d'activer MEK. Mais ce n'est pas si grave. Donc là, on parle de dabrafenib parce que c'est une autre boîte, mais c'est la même chose que le Vemurafenib. Mais ce n'est pas si grave parce que c'est une kinase. Donc, on a une autre petite molécule qui s'appelle le trametinib qui peut inhiber MEK. Du coup, on a un gain si on fait un double traitement dabrafenib-trametinib par rapport à cet essai clinique que j'ai trouvé, dabrafenib simple, donc celui qui cible BRAF V600E et celui qui cible MEK en aval en plus. Donc, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est miraculeux, je vous dis qu'on gagne des mois de vie, on gagne des mois de survie. Là, avec le double traitement par rapport au simple traitement, vous voyez, si par exemple vous prenez la survie à 60%, ben vous avez gagné 4 mois. Et en fait, l'essentiel des progrès en cancérologie, c'est gagner 4 mois par-ci, 4 mois par-là, et ce qui fait évoluer une survie à 5 ans, comme on a vu dans le cancer du sein, de 40% à 95%. Donc là, quelque part, on avait de la chance parce que ces 2 médicaments appartenaient au même laboratoire, GlaxoSmithKline. Et en fait, ça facilite énormément. Faire des tests cliniques, c'est très cher, c'est très coûteux, c'est compliqué à mettre en place d'un point de vue réglementation. Et donc, c'est encore plus compliqué si les molécules appartiennent à des labos différents.
Ils s'envoient leurs avocats respectifs qui traitent les conditions du contrat, comment on va se partager les bénéfices. Moi, j'arrive avec ma molécule qui est récente et ta molécule qui est plus vieille, etc., etc. Et là, pour dire, GlaxoSmithKline, c'est un petit laboratoire. Juste son département oncologie a été racheté par un des géants de la pharma, Novartis, pour 16 milliards de dollars après ce test clinique-là. Donc, juste pour traiter les patients atteints de mélanome, avec 2 drogues qui font gagner quelques mois de survie, 16 milliards de dollars. Bon, on va revenir à la biologie. Il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant. Donc, vous voyez que là, on parle de voies de signalisation que l'étude de la pathologie cancer nous a révélé, l'étude des mutations nous a révélé, l'étude de l'émergence de résistance nous a révélé, et on arrive à des pathways simples, c'est-à-dire ces flèches linéaires, on passe de A qu'active B qu'active C, avec parfois un gène suppresseur de tumeur qui va en sens inverse. Et en fait, comme on a vu au cours sur l'actine, il y a la signalisation, ça peut être extrêmement compliqué, ça peut être branché, ça peut être en feedback, en feed-forward, etc. Et donc, on est loin de tout comprendre. Et il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut rendre la tumeur accro à la drogue pour traiter la tumeur. Et même dans le cas des doubles traitements, des thérapies de combinaison, qui sont faites en disant si le variant existe, il y a quand même peu de chances que le variant contienne déjà des manières codées dans le hardware par mutation de résister aux deux à la fois. Hein, il y a quand même peu de chances. Et malgré tout, les résistances émergent. C'est ce qu'on a vu. Mais les résistances émergent et parfois, souvent, les tumeurs sont addictes à leur drogue. C'est ce qui vous est représenté là. Donc là, vous avez 2 lignées cancéreuses de mélanome, isolées à partir de patients. Si on les traite avec des combinaisons de BRAF et MEK inhibiteurs, on arrive à un très bon effet. Et en fait, quoi? Et en fait, les deux lignées sont, si vous enlevez, qu'est-ce que ça représente ça? Excusez-moi, je redécouvre ma diapo. En fait, si on enlève une drogue fait aussi bien que les deux, et ce n'est pas la même à chaque fois. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit un bon exemple. En tout cas, le point important, c'est que même si on enlève les drogues, les cellules ne... en fait, les cellules vont commencer à prendre l'influence de la drogue comme un input de signalisation, d'accord? Et donc, elles vont s'adapter à cet input, et si vous leur enlevez cet input-là, finalement, la croissance n'est pas aussi bonne que ça. Donc, une manière d'empêcher la tumeur de proliférer après l'avoir rendue addict, non, c'est ça, excusez-moi, j'ai eu un blanc là. C'est si vous ne traitez pas, ça pousse un peu, et si vous traitez avec les 2 inhibiteurs, ça pousse beaucoup. Ça pousse bien mieux que s'il n'y a qu'un seul des 2 inhibiteurs. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la lire, cette diapo. Donc là, ces 2 lignées-là, qui ont été isolées à partir de tumeurs de patients traités par les 2 drogues, ont besoin des 2 inhibiteurs pour bien pousser. C'est ça que ça veut dire, ces plus-là, et plus et moins. Et donc, en fait, finalement, une manière simple, une fois qu'on a une rechute, c'est d'alterner les phases de traitement et non-traitement quand on est dans un cas de drug addiction. Mais vous voyez que ce n'est pas hyper clair de savoir à quoi c'est dû et pourquoi. Donc, c'est très bien, il y a du travail pour vous. Il y a des choses tout à fait importantes à comprendre d'un point de vue fondamental, parce qu'on ne comprend pas vraiment comment ça se développe, ça. Et c'est fondamental, mais ça a des applications pratiques immédiates. Donc, pour conclure cette partie-là sur les thérapies du cancer, j'ai insisté sur les thérapies ciblées. Alors, thérapie ciblée, c'est le terme consacré, ou chimiothérapie ciblée. Il y a un autre terme consacré qui est un terme barbare, un mot valise, c'est théranostic. C'est la fusion de thérapeutique avec diagnostic. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut un diagnostic fin, il faut un diagnostic moléculaire pour savoir
quelle thérapie donner. Et par rapport aux chimiothérapies, c'est-à-dire aux chimiothérapies conventionnelles, vous avez des traitements qui ont beaucoup moins d'effets secondaires, qui sont beaucoup mieux supportés par les patients. Donc, c'est le but à atteindre pour tous les cancers. Malheureusement, le cas du mélanome était un cas favorable avec une mutation sur une kinase qu'on sait traiter et en plus mutation très fréquente. Et ça, ce n'est pas toujours le cas, donc il faut multiplier les cibles maintenant et trouver de nouvelles cibles. Donc j'espère vous avoir illustré comment les voies de transduction du signal étaient critiques pour trouver les cibles thérapeutiques. Donc, même si les cours de transduction du signal sont parfois un peu ennuyeux parce que vous avez cette série de gènes en cascade avec des acronymes et des flèches et dans tous les sens, il faut savoir que la connaissance derrière, c'est extrêmement important de l'avoir pour définir les cibles thérapeutiques et pour interférer avec les mécanismes de résistance. Bon, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait plein de manières de traiter les cancers. La manière traditionnelle, j'ai envie de dire, c'est les petites molécules organiques que l'industrie pharmaceutique s'est isolée depuis longtemps. Mais il y a tout un développement des anticorps monoclonaux. J'ai parlé d'R2 pour illustrer ça, de l'herceptine qui cible R2, mais il y a d'autres protéines membranaires, il faut que les protéines soient membranaires, en général des récepteurs qui sont exposés à la surface des cellules, qui sont ciblés dans le cas du cancer par des anticorps monoclonaux humanisés. L'immunothérapie, on en a à peine parlé, mais c'est une des grandes avancées récentes dans le traitement des cancers. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est entré dans la période de... Alors, on parlait beaucoup de médecine personnalisée avant. Maintenant, le terme consacré, c'est plutôt la médecine de précision. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'on est capable grâce au séquençage, d'identifier très vite les mutations qui sont responsables du développement des tumeurs et grâce à ces mutations, de préconiser des thérapies ciblées.